question, c'est comment et est-ce qu'il peut passer par la marque et comment il peut passer aujourd'hui par la marque. Donc, il y a beaucoup de choses déjà qui ont été abordées, mais moi, je vais prendre un angle différent, vu que je viens du monde associatif. Donc, c'est un regard complémentaire au vôtre. Alors aujourd'hui, l'engagement sociétal des marques prend de multiples formes. Il n'est pas question dans cette présentation en 20 minutes de brosser un tableau exhaustif, c'est pas possible. Donc je vais vous recenser un petit peu les grandes lignes et puis on va revenir donc au cœur de la question, donc l'engagement post-achat. Donc aujourd'hui, l'engagement de la marque peut être politique. On a tous en tête la campagne de Nike avec Colin Kaepernick, le joueur de football qui a mis un genou à terre lors de l'hymne national pour dénoncer les violences racistes policières de son pays. L'engagement de la marque peut être directement lié à son modèle économique, comme s'engager à réduire ses impacts, de l'approvisionnement donc en amont des matières premières à la production finale du produit. Et l'engagement des marques peut intervenir également au moment de la consommation, c'est la responsabilité post-achat de la marque. Comment sont utilisés et consommés les produits et avec quel impact? Que deviennent-ils en fin de vie et quelle est la part de responsabilité de la marque et celle du consommateur? Et comment donc justement engager le consommateur pour qu'il réduise ses impacts? C'est bien ici cette problématique que je vais développer. Mais avant donc de rentrer dans le fond du sujet et de vous présenter quelques exemples qui sont assez parlants et instructifs, à mon sens, il faut quand même qu'on redéfinisse globalement ensemble ce que c'est que l'engagement sociétal. Et donc, si on reprend, on ouvre n'importe quel dictionnaire, donc l'engagement, c'est un acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. Donc, c'est bien mettre en gage sa parole, sa personne et son organisation. Donc, quand vous prenez un engagement, vous vous mettez au défi de le tenir. Et surtout, et ça c'est important, il prend le monde à témoin. S'engager, c'est donc prendre des risques, on est d'accord. Cela implique bien d'assumer les risques de son action et de son inaction. Donc, l'engagement fait partie depuis peu du champ lexical du marketing. Les professionnels du marketing ont plutôt l'habitude de parler de promesses clients, promesses produits, qui est un terme effectivement plus séduisant, plus rassurant. On y associe davantage la notion de plaisir et de désir que celui de l'engagement, qui porte en lui la notion de contrainte et qui peut être surtout clivant. On a parlé tout à l'heure de Nike. Il faut savoir que Nike, ça a attiré beaucoup l'hostilité d'un certain nombre de personnes aux États-Unis suite à cette campagne. Donc, dans l'esprit des communs des mortels, les promesses n'engagent que ceux qui les croient, et les engagements engagent par contre ceux qui les prennent. Donc, bien évidemment, si vous ne tenez pas votre promesse vis-à-vis d'un client, il vous en tiendra certainement rigueur, vous perdrez de la crédibilité, mais il s'en voudra aussi d'avoir été faible et de vous avoir cru. Quand vous vous engagez et que vous ne tenez pas parole, vous êtes dans la tromperie, mais vous n'êtes pas dans la tromperie vis-à-vis d'un consommateur, vous êtes dans la tromperie vis-à-vis du monde, vous êtes de la société civile. Donc, l'impact est plus grand. Et là, vous n'êtes plus digne de confiance. Et là aussi, vous perdez votre crédibilité, mais donc comme c'est des engagements sociétaux, vous la perdez au niveau de la société. Donc, on est beaucoup moins indulgent avec vous. Donc, l'engagement n'a pas la même signification selon qu'on soit selon les catégories d'acteurs. L'engagement sociétal, il vient du milieu associatif. L'engagement, dans le milieu associatif, c'est comme le profit pour une entreprise. Donc, c'est très important. Une association, il faut qu'elle engage, pour qu'elle soit légitime et crédible et qu'elle s'inscrive dans le dialogue civil et qu'elle participe à la construction des politiques publiques. Tout à l'heure, on a parlé des cadres. Il faut qu'elle engage et il faut que son cercle soit le plus large possible. L'engagement dans les associations, il est bénévole et souvent, parfois, il est vécu comme sacrificiel. C'est-à-dire du temps, de l'énergie sont donnés sans aucune contrepartie pour faire avancer des idées, venir en aide à des populations défavorisées ou dénoncer des injustices. La notion de désintéressement dans l'action est clé. C'est bien cela qui fait la différence. Et c'est important d'avoir ça à l'esprit. Quand l'entreprise va sur ce terrain, il faut bien comprendre ce que recouvre ce mot et ses signifiants pour ses parties prenantes externes. Il y a déjà une difficulté ici, un hiatus qui peut poser problème. Beaucoup de marques utilisent leur engagement sociétal comme argument commercial. Dans l'entreprise, l'engagement n'est jamais totalement désintéressé, et même s'il l'est,
il y aura toujours ce soupçon quant à vos réelles motivations. Si je ne porte pas de jugement, c'est un constat, un fait. Ça ne veut pas dire que l'entreprise ne peut pas et ne doit pas s'engager. Mais là, c'est clair, on s'engage sur un terrain qui est risqué. Alors, pourquoi le font-elles? Je ne vais pas revenir sur la pression de la société civile et la demande du consommateur, qui sont deux éléments qui reviennent souvent comme explication. Aujourd'hui, les professionnels du marketing vous expliquent, il suffit de regarder un petit peu rapidement le discours sur ce sujet, que voilà, c'est une démarche gagnant-gagnant. Je ne vais pas vous faire le discours sur l'impact de l'image, la réputation, la fidélisation de vos clients, la marque employeur, et ainsi de suite. Vous le connaissez. Et sur ce sujet, il y a pléthore de sondages qui viennent vous prouver par A plus B que vous avez tout à y gagner. Donc, si on doit rester sur cette problématique, à mon sens, l'engagement de la marque peut être éventuellement un critère de différenciation quand la question du prix n'est pas centrale dans la décision finale du consommateur et quand les propriétés du produit ou de la solution entre deux marques sont équivalentes. Ceci étant, et loin de moi de vouloir vous démotiver, mais c'est une approche quand même très narcissique de la question qui montre bien que l'entreprise souhaite avant tout s'engager pour elle-même et se doter d'une image vertueuse. Donc là, on va faire un petit parallèle avec les associations. Vous savez que les associations, quand elles s'engagent, voient bien sûr les bienfaits qu'elles apportent à la société, mais réalisent aussi et surtout ce qui reste à faire, c'est-à-dire la montagne qu'il y a devant. Elles ont tendance à communiquer et surtout sur ce qui reste à faire et peu sur ce qui a été fait. L'entreprise va, quant à elle, beaucoup communiquer sur ce qu'elle a déjà fait et parfois de manière disproportionnée, en glissant parfois dans le faire et le greenwashing, et va moins braquer les projecteurs sur ce qui reste à faire, c'est-à-dire la montagne. Bon, on est d'accord, les associations, ça renchonne beaucoup, mais ça se glorifie peu, c'est pas dans leur culture, et pourtant, elles dégagent cette image humaine tant recherchée par les entreprises. Et quand on demande aux Français à qui vous faites confiance le plus, les associations arrivent très souvent en tête du classement. Donc, quand on fait les choses de manière désintéressée, cela se ressent et cela rétroagit positivement sur son image. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. Et d'ailleurs, plus vous en faites, plus vous vous exposez, et plus on va se dire que cherche-t-il à cacher. Ceci étant dit, je voudrais revenir également sur un autre, comment dire, perception qui, à mon sens, est erronée. Être engagé, tenir compte de l'environnement, mais également d'autres enjeux sociétaux, a un coût. Ça a un coût pour l'entreprise. Et d'ailleurs, ce n'est jamais mentionné, on ne vous le dit pas, mais ça a un coût. Et il n'y aurait pas aujourd'hui autant de lobbying qui se battrait contre le durcissement de ce fameux cadre réglementaire dont on vient de parler, ni également des demandes d'allègements fiscaux et administratifs en contrepartie des démarches RSE, si ça n'avait pas un coût. Donc aujourd'hui, ça a un coût. Et les entreprises qui s'engagent et qui cherchent surtout à engager leurs consommateurs, c'est surtout celles qui ont les moyens de le faire. La question maintenant, c'est est-ce qu'elles le font à bon escient? Et c'est là où ça devient intéressant. Donc, il y a plusieurs manières de procéder. Je ne pense pas qu'il y a une méthode à dupliquer en un contexte, une entreprise, une solution. Je ne vais pas vous l'apprendre. Éventuellement, le benchmark peut inspirer, mais copier son voisin, ce n'est pas la solution sur des questions qui portent sur la sphère des valeurs et de l'engagement. Alors, ce qui est instructif, c'est de regarder les exemples douteux, critiquables. Cela présente l'avantage de dégager les principes clés qui doivent guider l'action. Et derrière certaines actions qui peuvent comme ça être louables, il y a des motivations qui ne sont pas avouables et qui relèvent du double jeu. Alors, je vais vous prendre le cas de Coca-Cola. Donc, je prends l'exemple de ce groupe, tout simplement parce que c'est le leader sur le marché. Mais soyons clairs, ces petits copains sont tout aussi pollueurs. Alors, Coca-Cola arrive régulièrement en tête du classement des marques les plus polluantes de plastique. Donc, pour vous donner un peu une ordre de grandeur, Coca-Cola produit environ 3 millions de tonnes de plastique par an, ce qui représente l'équivalent de 200 000 bouteilles par minute. Vous connaissez le problème de la pollution autant que moi des océans, la pollution plastique. Chaque minute, c'est 18 tonnes de plastique qui sont déversées dans l'océan. Et selon la Fondation MacArthur, en 2050, au rythme actuel, il y aurait plus de plastique que de poissons
dans l'océan. Et les bouteilles de Coca-Cola s'y retrouvent en quantité. Alors évidemment, le Coca-Cola est fortement critiqué et il investit significativement dans la sensibilisation du grand public au tri des plastiques via des associations qu'il a créées avec d'autres, Gestes Propres, ou via le financement d'une plateforme Un geste pour la mer, programme géré par la Fondation de la mer. Donc, le groupe revendique un investissement au total de 1 milliard sur 35 ans. Bon, jusque-là, vous me direz, tout va bien, sauf que sa démarche vise à déporter sa responsabilité sur le consommateur et uniquement sur le consommateur. Et je vous invite à consulter certaines de leurs affiches sur le site de Gestes Propres, où très clairement, c'est le consommateur qui est pris pour cible. Donc, aujourd'hui, nous dit Coca-Cola, si les océans sont pollués, c'est le consommateur qui se comporte mal. Il faut le sensibiliser et l'éduquer. En somme, il nous dit, mais également ses concurrents, que ce sont ses clients qui ne souhaitent pas voir disparaître ces types de récipients, car ils ont une bonne fermeture et sont légers. Et de rajouter, les affaires ne seraient pas les affaires si on ne peut pas contenter le consommateur. Donc ça, c'est la directrice développement durable qui a dit ça dans un entretien de la BBC en 2020. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On voit que la marque ne remet pas en cause son modèle économique qui repose sur l'usage à très grande échelle du plastique. Comme d'ailleurs beaucoup d'entreprises, elles cherchent à aménager son modèle. Donc, ce qu'elles cherchent à rendre durable, c'est bien son modèle économique polluant et c'est pas de rendre durables les écosystèmes. Donc, Coca-Cola nous dit, bon, je vais développer le recyclage du plastique. Et ça, ce n'est pas sans poser de problème, puisque qui dit recyclage dit nécessairement production de plastique pour alimenter le recyclage avec une maîtrise très aléatoire et incertaine en aval de la récupération, puisqu'il n'y a pas de système de récupération. Et le recyclage ne peut pas être la solution, puisque le plastique ne peut être recyclé qu'un nombre de fois limité. Et là, je vous fais simple, je ne vais pas aller plus loin, parce qu'on peut rester très longtemps sur ce sujet. Bon. Coca-Cola essaye tout simplement de sauver son modèle de la bouteille jetable. Il a abandonné dans les années 80 le modèle de la consigne, qui était plus écologique, et a priori, il n'entend pas du tout le réinvestir. C'est plus simple pour le groupe de rester sur ce modèle. La bouteille plastique est achetée par le consommateur, consommée par celui-ci, et charge au consommateur de l'introduire, s'il le veut, dans le circuit pour recyclage. Or, on sait bien qu'un bon déchet est d'abord un déchet qu'on ne produit pas. D'abord, l'objectif, c'est de réduire ces déchets, et ensuite, si on ne peut pas le faire, on recycle. C'est le principe quand même de l'économie circulaire. Et puis, il n'en reste pas là. Hein. Coca-Cola nous explique que changer de modèle économique, ça va quand même impacter son bilan carbone. Alors, ce n'est pas explicitement dit, mais on comprend qu'il faut choisir entre le climat ou les océans. Pour la pollution plastique, il est plus facile de pointer du doigt le consommateur. Avec le bilan carbone, ça devient un peu plus compliqué de reporter sa responsabilité. Bon, ici, on a quand même un bon exemple d'engagement du consommateur visant à se déresponsabiliser en culpabilisant ses clients, le tout bien sûr sur fond de lobbying et d'éco-blanchiment. En somme, la marque nous dit qu'elle attend que le consommateur lui en fasse la demande pour changer. Alors, que retenir de ce cas? Quand on veut embarquer le consommateur avec soi pour réduire l'impact de son produit au moment de l'usage ou en fin de vie, il vaut mieux au préalable avoir transformé son propre modèle économique pour le rendre plus respectueux de son écosystème. Quand on veut donner des leçons de propreté au consommateur, on commence par être propre soi-même. C'est une question de légitimité et de crédibilité. Ceci étant, on étendra aussi de se demander est-ce que cette stratégie de sensibilisation a des impacts positifs sur le comportement du consommateur? Est-ce qu'inciter par action ponctuelle quelques citoyens casquette coca sur la tête à nettoyer les plages a une incidence positive sur leur comportement ou améliore-t-elle l'image de la marque? Alors là, je vais laisser votre intuition s'exprimer sur la question. L'impact de ces actions sur le comportement des acheteurs reste très compliqué à mesurer et je n'ai pas trouvé de données fiables. Mais ce qui est certain, c'est que la pollution continue de croître et que Coca-Cola continue à tenir le haut du classement des entreprises les plus polluantes. Et ces actions ne sont bien sûr pas à la hauteur de ces impacts. Lorsque vous vous engagez, et ça c'est bien à retenir, la société civile attend de vous des résultats concrets. Et c'est à l'aune de ces résultats que vous serez jugé, y compris sur un périmètre dont vous n'avez pas la totale maîtrise.
Alors maintenant, vous allez me dire, oh là, est-ce qu'il faut attendre d'être irréprochable pour chercher à engager le consommateur? Alors, non, bien sûr, il ne faut pas attendre d'être irréprochable, il faut se mettre en mouvement, bien évidemment, le faire de manière avec sincérité et authenticité et regarder les problèmes en face et s'engager à la hauteur de ses impacts. On peut agir même lorsqu'on intervient dans des secteurs difficiles. La marque reste tout à fait légitime à embarquer ses clients avec elle, c'est clair. Alors, j'ai cherché un exemple dans un secteur tout aussi polluant, parce que je me suis dit, on va nous prendre un secteur des services où il n'y a pas trop d'impact. Donc, je me suis efforcée de vous trouver donc un exemple dans le secteur du textile, qui est non seulement très polluant, mais qui présente d'importants problèmes sociaux au niveau de la production dans les pays du Sud, ou tout simplement, c'est les questions de droits de l'homme qui sont bafouées là-bas. Et l'industrie du textile fonctionne aussi de manière linéaire. On produit, on consomme, on jette. Soit 73% de la matière première finie en décharge ou incinérée. Alors, tout le monde connaît la marque de vêtements Outdoor Aigle. Comme toute entreprise, l'activité de la marque n'est pas sans incidence sur l'environnement. Il suffit de prendre son rapport, son rapport RSE. Enfin, il date de 2019, celui qui est actuellement en ligne. Donc l'entreprise nous explique en toute transparence que voilà, elle rencontre des problèmes majeurs qu'elle ne minimise pas. C'est celui de maîtriser les émissions de composés organiques volatiles, les COV. Il faut savoir que ces COV ont des incidences sur la santé, mais elle nous explique aussi qu'elle travaille à réduire ces impacts. Sur son site internet, elle nous explique aussi que d'ici 2022, elle s'engage à porter à 50% la part des produits responsables dans sa production. Qu'est-ce qu'un produit responsable? C'est un produit qui dure dans le temps, conçu avec une matière durable et sourcé dans de bonnes conditions, ce qui est essentiel dans l'industrie du textile. Donc, pour la marque, ces vêtements se mettent et se transmettent. Donc là, je cite. Donc, c'est la promesse marketing derrière son engagement. La marque nous dit que ses produits ont une histoire, donc de la valeur, et qu'elle n'est pas que monétaire. Ces bottes sont tellement résistantes qu'elles peuvent se transmettre de génération en génération. Bien évidemment, la marque met également en œuvre des actions pour réduire ses déchets en amont et également en aval post-achat. Et là, la différence avec Coca-Cola, la marque assume sa responsabilité. Et là, je cite, en assumant la responsabilité du cycle de vie de nos vêtements, nous comblons les lacunes d'une industrie de l'habillement défectueuse et établissant une nouvelle norme en matière de durabilité. Donc là, la marque ne se défausse pas sur le consommateur. Donc elle assume sa responsabilité, mais elle dit aussi qu'elle ne peut pas y parvenir tout seul. Effectivement, elle a besoin du consommateur, elle a besoin de l'engager. Et elle a besoin de le sensibiliser sur ces enjeux sociétaux, ce qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Donc ici, la marque prône le slow fashion par rapport à la fast fashion, une mode circulaire plutôt qu'éphémère, et elle met les moyens. Donc on peut aller voir sur le site, il y a une plateforme de seconde main, seconde souffle, qui permet à ses clients effectivement de recycler leurs vêtements, et elle va plus loin et elle les incite en récompensant leur geste par un bon d'achat. Elle installe aussi des box de collecte de vêtements pour promouvoir l'économie circulaire. Aujourd'hui, Aigle est la première marque de mode à devenir une entreprise à mission, ce qui n'est pas forcément facile, avec une raison d'être qui est celle de permettre à chacun de vivre pleinement des expériences sans laisser d'autres empreintes que celles de ses pas. Bon. Donc la marque propose des solutions à ses clients pour agir avec elle et travaille en amont également pour adopter son modèle aux enjeux environnementaux. Donc en adoptant cette approche, Aigle a décidé de miser bien évidemment sur le long terme et elle a raison. Tout simplement, on a également parlé du cadre, mais il faut savoir que les années passant, le cadre réglementaire va se durcir. Aujourd'hui, c'est peut-être un choix, demain, ça ne le sera de moins en moins. Un bon stratège est quelqu'un qui anticipe et voit venir demain. Plus le temps passe et moins les stratégies de lobbying pour retarder la contrainte législative seront efficaces devant les conséquences financières de l'inaction. Il va y avoir un moment, un point de bascule, et il n'est pas très loin, où la rengaine de la préservation des profits et soi-disant de l'emploi ne pèsera plus face à la réalité de la situation. Plus vite cela sera compris, anticipé, intégré au plus haut niveau de l'entreprise, et plus celle-ci assurera ses arrières et sa pérennité sur le long terme, et très probablement ses profits à venir et l'emploi.
Par ailleurs, et pour revenir à la problématique centrale qui nous concerne, ce qui importe quand on cherche à engager le consommateur via la marque, c'est de rester authentique, sincère, transparent dans sa démarche, de faire appel si nécessaire à des acteurs associatifs dont c'est la mission pour vous accompagner au mieux et surtout de rester en permanence en cohérence avec la politique globale de l'entreprise. Voilà. Merci Madame Fad, merci beaucoup pour votre éclairage et votre discours très vif. Ça a effectivement très bien complété le propos. Florent, qu'est-ce qu'on peut dire de cette intervention très... On peut dire qu'il y a beaucoup de choses, Rita, et je vous remercie pour votre intervention. Moi, ce que je retiens, c'est que vous nous dites que c'est compliqué, qu'on ne va pas y arriver, que les marques ne vont pas y arriver tout de suite. Ce que je retiens aussi, et vous me direz si c'est réel ou pas, c'est votre message, c'est de dire aux marques, si vous avez un discours sincère, le regard que porteront les consommateurs sur votre marque changera. Et il sera peut-être moins incisif. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, il y a peut-être une défiance des consommateurs parce qu'il n'y a pas une transparence des marques. Et j'ai envie de retenir, j'ai l'impression que c'est ça, que votre discours, c'est de dire aux marques, changez, et l'œil des consommateurs, il saura à un moment donné s'exercer de manière plus juste, et il saura aussi récompenser quelque part les marques vertueuses. Est-ce que c'est ça ou pas ? Oui, c'est la sincérité dans l'engagement, c'est apporter c'est même plus qu'apporter des preuves, c'est pas apporter des preuves, c'est donner des chiffres. Alors souvent les entreprises, elles se disent, mais je vais pas y arriver, je préfère tomber dans une communication assez floue parce que parce que je n'ai pas atteint mes résultats et parce que je n'ai pas atteint mes engagements. Mais il faut savoir que les organisations de la société civile, elles peuvent comprendre si à un moment vous leur dites, voilà, j'ai posé un objectif, je n'y suis pas arrivé. Voilà les explications, mais ça ne veut pas dire que j'abandonne, mais je continue, ainsi de suite. Ça, c'est un discours qui peut être compris par la société. Le discours qui ne peut pas être compris, c'est la tromperie. C'est de dire, bon, on va faire croire que, et puis on va prendre une petite action que j'ai faite là, qui représente rien du tout, 1% de mon chiffre d'affaires, je vais mettre le zoom dessus, et je vais bénéficier d'une image positive auprès du consommateur, et ainsi de suite, pouvoir peut-être mieux vendre mes produits, ou faire du lobbying auprès des pouvoirs publics. Ça, c'est pas compris. Ça, aujourd'hui, c'est une attitude qui est inadmissible. Par contre, dire que c'est difficile, que c'est compliqué, ça se comprend et ça s'entend. Hein. Enfin, je vous ai pris l'exemple d'Aigle, mais ils sont ils explicitent. Et quand vous avez une marque comme ça, une entreprise qui vous explicite ses difficultés, qui vous dit voilà, là c'est compliqué, mais j'essaye de travailler. Ça, c'est un discours qui s'entend. L'inverse, le greenwashing, ne s'entend pas. Et c'est même plus dangereux de faire croire que de ne rien faire. On entend bien, et puis...